We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America. Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette première émission des Carnets d'Outre-Rhin, la revue de presse allemande hebdomadaire de votre serviteur Olivier Tissier. Au cours de cette émission, j'aurai le plaisir de vous présenter quels ont été les sujets d'actualité majeurs de la semaine écoulée. Pour ce faire, j'ai relevé 5 thèmes qui vous permettront, je l'espère, de prendre la température de l'autre côté du Rhin. Pour commencer, penchons-nous sur l'inattendu, mais somme toute logique, prise de rêne du Parti social-démocrate par l'inénarrable Martin Schulz. Cette prise de fonction s'accompagne par la même de son investiture pour les prochaines élections à la fonction de Bundeskanzler. Le très joufflu Sigmar Gabriel, ancien secrétaire national du SPD, a donc laissé sa place à Martin Schulz. D'après les informations dont je dispose, cette démission fait suite au mauvais résultat d'une consultation interne lancée auprès des adhérents et sympathisants du SPD. Dressons rapidement le portrait de ce vieux routier de la social-démocratie la plus dégoulinante. Martin Schulz, 61 ans, ancien libraire du SPD, ancien maire de la petite ville de Würzelen en Rhénanie du Nord et alcoolique repenti. Il est surtout connu pour avoir été au cours des 5 dernières années le président du Parlement européen. C'est donc un technocrate européiste convaincu et par là même un fossoyeur de toutes les nations européennes. Cependant, il demeure un adversaire sérieux pour Angela Merkel, en raison de sa popularité au centre et à gauche de l'échiquier politique allemand. Les milieux d'affaires lui seraient aussi reconnaissants de poursuivre une politique ultralibérale, notamment en ne tarissant pas le flux de main-d'œuvre immigrée venant peser à la baisse sur les salaires. Gageons hélas que s'il venait à être élu, l'hégémonie allemande sur l'Europe monterait encore d'un cran. Et ne parlons même pas de la liberté d'expression en Allemagne, et par induction en Europe, elle qui se réduit déjà de ce côté du Rhin à peau de chagrin. Deuxième thème, la venue de François Fillon à Berlin. François Fillon s'est donc rendu cette semaine à Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Le but de cette visite était de réaffirmer son envie de collaboration. Je voulais dire, bien sûr, de coopération. Coopération visant à une Union européenne toujours plus forte et intégrée. Pour faire simple, toujours plus coupée du peuple dans sa représentation et de la question sociale dans sa politique. Son voyage s'est ensuite poursuivi par une conférence à la très atlantiste Fondation Konrad Adenauer. De manière synthétique, on peut affirmer que cette fondation est la courroie de transmission de Washington et de la CIA en Allemagne et plus largement en Europe, comme ce fut le cas dans le cadre du conflit ukrainien. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet les auditeurs curieux aux excellents travaux de Pierre Hillard et en particulier à son livre « Minorité et régionalisme » où la fondation Konrad Adenauer figure en bonne place au nombre des lobbies qui influencent l'Europe. Bref, ne tournons pas autour du pot, il est clair que François Fillon est venu à Berlin pour montrer patte blanche à l'Allemagne et par extension à l'oncle Sam. C'est mission réussie. Le probable futur Gauleiter de la province France a donc bien reçu l'onction mondialiste qui lui permettra d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État français. Abordons à présent le troisième thème, la légalisation par le Reichstag du cannabis à des fins thérapeutiques. Il sera donc possible à partir du mois de mars d'acheter du cannabis en pharmacie. Pour ce faire, il suffira de présenter une ordonnance médicale. Étonnamment, cette question ô combien discutable est passée comme une lettre à la poste. En effet, le vote au Parlement s'est fait à l'unanimité. Donc, aussi bien par la Schwarz-Rote Koalition, CDU, SPD, que par la dite opposition. Les Grünen et Die Linke sont naturellement aux anges. Le paradis déliquescent dont ils rêvent se rapproche encore un peu plus. La production et la distribution du cannabis seront effectuées sous le contrôle d'une agence d'État, et les noms des patients seront rendus anonymes. Il est pourtant prévisible que cette légalisation, entre guillemets, partielle, amène à terme une légalisation totale. En effet, le verrou mental sur la dangerosité des drogues douces vient allègrement de sauter dans l'esprit des politiciens allemands. Si l'idée peut sembler de prime abord un moindre mal pour certains malades en souffrance, elle s'inscrit à mon humble avis dans une logique de contrôle de la population. Comment ? Par la stratégie de distraction-diversion.
et d'abrutissement des masses, soit le tititainment cher à Brzezinski. Il ne manque plus que le vote du Grundeinkommen, en français du revenu universel, pour que le peuple abandonne définitivement toute velléité de révolution. Le cynisme des gouvernants n'a vraiment d'égal que la naïveté de leurs électeurs. Quatrième thème, le verdict sur l'interdiction du parti NPD par la Cour constitutionnelle allemande. Le Nationaldemokratische Partei Deutschlands était sous le coup d'une dissolution pour valeur contraire à la constitution fédérale allemande. Le verdict final a établi que si le NPD porte dans son idéologie des dispositions contraires à la dite constitution, il n'a pour autant en aucune façon le potentiel de l'éliminer. En définitive, la radicalité idéologique ne permet pas de justifier une dissolution du parti. Il est intéressant de constater que c'est non pas l'idéologie en elle-même que le système combat, mais plus une alternative crédible de grande ampleur. Le système tolère donc, ici et là, des groupuscules radicaux sporadiques, aussi longtemps qu'ils sont incapables de présenter un contre-système crédible et suivi par une part importante de la population. Il y a peut-être là une idée à creuser. Cinquième et dernier thème. La sortie de piste de Björn Höcke, un des leaders de l'AfD sur le mémorial de la Shoah de Berlin. Björn Höcke est le représentant de l'AfD pour le Land de Thuringie. Lors d'un meeting, il a qualifié le mémorial de la Shoah de Denkmal der Schande, c'est-à-dire de monument de la honte. Ce mémorial, qui se trouve à 2 pas de la porte de Brandenburg, aurait selon lui, pour raison d'être, de défigurer durablement la ville de Berlin, afin de la mortifier en raison de son passé nazi. Ce genre de déclaration est exactement ce que redoutent les leaders de l'AfD, ces derniers étant en quête de respectabilité et souhaitant une normalisation de leur parti dans l'arène démocratique républicaine allemande. Tiens, ça me rappelle un autre parti, Dédiabolisation, quand tu nous tiens. Cette première émission des Carnets d'Outre-Rhin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets d'Outre-Rhin reviennent la semaine prochaine. Je terminerai l'émission avec cette citation de Balzac. Il y a 2 histoires. L'histoire officielle, menteuse, celle que l'on enseigne. Puis, l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Une histoire honteuse. À la semaine prochaine. Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette seconde émission des Carnets d'Outre-Rhin, la revue de presse allemande hebdomadaire de votre serviteur Olivier Tissier. Cette semaine dans l'actualité, l'investiture d'Angela Merkel aux prochaines élections de Reich-chancelier, la déferlante Martin Schulz, le retour de Volkswagen sur la première marche des constructeurs automobiles mondiaux, la suspension du rapatriement des réfugiés afghans et l'essai par la police de Berlin du taser comme alternative aux armes à feu. On commence donc avec l'investiture d'Angela Merkel. Mouti, comme ses supporters la surnomment, va donc briguer un 3e mandat à la tête de l'État allemand. Elle vient d'être investie au congrès de la CDU-CSU de Munich ce dimanche. Il est sûr que l'investiture de Martin Schulz est pour beaucoup dans ce choix. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, l'impopulaire représentant du SPD, Sigmar Gabriel, qui aurait dû être initialement son concurrent, s'est retiré au profit de Martin Schulz. La CSU bavaroise n'a donc d'autre choix que d'avancer en ordre de bataille derrière la CDU de Merkel, l'objectif étant clairement de faire barrage à la victoire d'un candidat SPD. Pour rappel, le Sozialdemokratische Partei Deutschlands est à peu près l'équivalent du Parti socialiste français de ce côté du Rhin. La CDU est le parti dit, entre guillemets, chrétien-démocrate. Il est aussi appelé Die Union et a pour couleur le noir. La CSU est sa petite sœur bavaroise. CDU et CSU vont donc dès à présent travailler sur un programme commun pour les prochaines élections de 2017. Nous savons qu'au cours de son actuel mandat, Merkel a été fragilisée sur sa base par sa politique d'accueil des réfugiés. C'est d'ailleurs cette politique migratoire délirante qui a créé un casus belli
entre la CDU et la CSU. Si aujourd'hui les deux entités se déclarent à nouveau unies, qu'en sera-t-il de leurs électeurs? Je ne suis pas sûr qu'ils goûtent à cette alliance de façade, notamment pour ceux de la Bavière qui seraient plus conservateurs. Leur vote pourrait donc se reporter sur l'AfD, qui bien qu'étant un jeune parti, est plus en face avec leur vision de la politique migratoire. Ce qui est sûr, c'est qu'Angela Merkel s'apprête à disputer les élections les plus difficiles de sa carrière, avec le dilemme cornélien de venir encore davantage sur les terres social-démocrates pour convaincre un nouvel électeur, au risque de perdre par là même 2 électeurs existants au profit de l'AfD. Pour rester dans les prochaines élections de 2017, abordons à présent la Schulz-mania ou la Schulz-hype, comme on l'appelle ici. Son investiture a bien créé un engouement autour de Martin Schulz, et plus largement autour du moribond SPD. Il est vrai que militants et électeurs se désespéraient d'être représentés par Sigmar Gabriel, jugé bien trop complaisant envers la politique de Merkel pendant l'actuelle coalition. Notons qu'une des forces de la chancelière a toujours été de phagocyter ses opposants en les devançant sur le volet social. D'après un récent sondage dans Bild Sonntag, Martin Schulz atteindrait près de 30% d'intention de vote et viendrait donc talonner Merkel qui est à 33%. Celui dont je vous dressais le portrait lors du premier numéro des Carnets d'Outre-Rhin se dresse en opposant crédible et presque unique à un troisième mandat de la Reichschancelière. Pour rappel, le SPD avant l'investiture de Schulz n'était faiblement crédité que de 18% d'intention de vote. Il semblerait aussi que se dessine dans le sillage de la déferlante Schulz une Rote-Rote-Grün Coalition formée par le SPD et auquel viendraient se greffer Die Linke et Die Grünen, comme ce fut le cas lors des élections locales de 2014 en Thuringie ou plus récemment au Sénat de Berlin. Toujours d'après ce sondage, cette coalition atteindrait les 45% au niveau national, ce qui est assez considérable. Enfin, suivant un dernier sondage, Schulz se placerait même devant Merkel. En conclusion, les prochaines élections semblent plus que jamais incertaines, et la campagne des deux candidats se révélera véritablement déterminante. Jetons à présent un bref regard sur l'économie. Volkswagen, en dépit du scandale du rejet des gaz d'échappement, est parvenu à se hisser à nouveau en 2016 sur la première marche des constructeurs mondiaux. En effet, VW a dépassé son grand rival japonais Toyota grâce à ses ventes sur le marché chinois. Le groupe Toyota a écoulé en 2016 10,7 millions de véhicules dans le monde, soit une légère évolution de 0,2% par rapport à l'année passée. De son côté, le groupe Volkswagen, qui détient les enseignes Porsche, Audi, Skoda et les bus MAN et Scania, a écoulé 10,31 millions de véhicules cette année, soit une augmentation significative de près de 4%. C'est la première fois au cours des 5 dernières années que Toyota s'incline devant la firme de Basse-Saxe. Cette première place est due aux chiffres de vente époustouflants sur le marché chinois où presque 4 millions de véhicules ont été écoulés, en progression de plus de 12% par rapport à l'année passée. Il ressort aussi de plusieurs études que malgré le scandale, VW n'a pas subi une dégradation de sa réputation, que ce soit aux US, en Asie ou même en Europe, où le scandale a pourtant été surmédiatisé. Ironie de l'histoire, c'est seulement ici en Allemagne que les ventes du groupe sont restées inférieures à la croissance du marché. L'entreprise affirme ne pas se concentrer sur la course à la première place contre Toyota, mais garder toujours comme priorité la satisfaction du client. Un modèle dont pourraient peut-être s'inspirer les constructeurs français, eux qui ont trop longtemps misé sur des marchés captifs. Penchons-nous à présent sur les suites de la politique d'accueil des réfugiés. Nous venons d'apprendre cette semaine, de la part de plusieurs Länder, la suspension du rapatriement des réfugiés afghans vers Kaboul. Cette décision fait suite à un rapport de l'ONU décrivant une dégradation de la situation en Afghanistan au cours de ces derniers mois. Toujours d'après ce rapport, 11 500 civils auraient trouvé la mort en 2016. Ces crimes sont majoritairement imputables aux talibans et à l'État islamique. Ce même État islamique financé par les puissances occidentales pour renverser Bachar al-Assad en Syrie. Les gouvernements allemands et européens sont donc là encore comptables de cette crise migratoire, ayant pour victimes à la fois les populations des pays en guerre et les populations européennes, devant accueillir à marche forcée le flot incessant de réfugiés. Enfin, pour finir, je voulais parler de l'essai par la police berlinoise du taser comme alternative aux armes à feu. La police berlinoise va donc tester pendant les 3 prochaines années le taser. Le but est d'épargner des vies et d'éviter aux forces de l'ordre des situations
traumatisante. Rappelons tout de même que le taser peut lui aussi être mortel. Même si je pense que dans une société idéale, force doit rester à la loi, je trouve cette mesure assez inquiétante. L'utilisation du taser, si elle n'est pas létale, contrairement à une arme à feu, peut donc constituer une réponse à un plus grand nombre de situations. Là où hier, une arme de poing venait en réponse à de la grande criminalité, aujourd'hui le taser pourra venir en réponse à un nombre beaucoup plus large d'infractions, et donc de public. En clair, le commun des mortels qui n'aurait autrefois pas été menacé par le flingue d'un agent de police dans une manifestation pourra être à présent inquiété par un coup de taser. On aimerait se dire que cela ne concernera que les délinquants l'ayant mérité, mais ce serait se montrer naïf envers le système, qui, ne l'oublions pas, a toujours les dissidents en ligne de mire. Cette deuxième émission des Carnets d'Outre-Rhin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets d'Outre-Rhin reviennent la semaine prochaine. Je terminerai l'émission avec la citation d'un article de Philippe Tesson dans le Figaro littéraire du 21 septembre 2000. Le réveil des démons allemands est depuis un demi-siècle l'un des sujets récurrents de la fantasmagorie française. À la semaine prochaine. Back home and grow your tree.
think you can make it? Deutschland.